Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Un imperium ex imperio, l'expansion comme mode d'existence. Étrange et fascinant destin que celui des États-Unis. Nés de la révolte de 13 colonies britanniques contre la mère patrie, ils vont, en l'espace de 2 siècles, au fil de leur spectaculaire montée en puissance, s'approprier un continent, s'arroger un pouvoir de tutelle sur leur hémisphère, puis partir à la conquête du monde. Étonnante et troublante mentalité que celle des Américains. À aucun moment ou presque, ils ne doutent de leur bon droit, de la justice, de la légitimité ou de la moralité de leurs actions, convaincus qu'ils sont, depuis leurs origines, de constituer un peuple exceptionnel, investi d'une mission philanthropique de portée universelle, conforté dans ce sentiment par d'éclatantes réussites économiques, scientifiques et technologiques. À près de 4 siècles de distance, on retrouve intacte l'extraordinaire suffisance des pères pèlerins et de leurs émules, bâtisseurs d'une cité exemplaire sous les yeux de l'humanité admirative. L'impérialisme des États-Unis, inscrit en germe dans l'affrontement des premiers colons avec le monde sauvage des Indiens, dans l'institution de l'esclavage et dans une éthique de l'effort et de l'enrichissement, connaîtra plusieurs avatars. Conquête de l'Ouest, guerre avec le Mexique, acquisition de dépendances coloniales, expansion économique, interventionnisme politico-militaire et plus près de nous, suprématie atomique et diktat du dollar. Sa spécificité tient aux conditions historiques de son apparition, à la conjonction de la géographie et d'influences parfois contradictoires comme celle de la Réforme et de la philosophie des Lumières. La mise en valeur de vastes territoires pratiquement inoccupés et l'exploitation de leurs immenses richesses ont habitué des générations d'Américains à l'abondance et créé l'illusion d'une prospérité sans fin. L'exceptionnalisme puritain a développé la croyance en une destinée providentielle. La fondation de la première nation au monde se réclamant de principes universels de liberté, en application directe de l'enseignement des Lumières, a accentué la conviction d'unicité et d'exemplarité, tout en conférant à la jeune République une mission universelle. Il a résulté de ces 3 facteurs, le géographique, le religieux, l'institutionnel, 2 particularités du caractère américain, l'optimisme et la bonne conscience. L'Amérique a rarement été la proie du doute en matière d'expansion. Ces certitudes morales vont très tôt servir de fondement à la rhétorique justificative des conquérants du Nouveau Monde. Dès le début du XVIIe siècle, tous les ingrédients de base de la future idéologie expansionniste sont perceptibles. Racisme, prosélytisme et militarisme. La supériorité de l'Européen blanc, chrétien, donc civilisé, est depuis des siècles une évidence culturelle, sanctionnée de surcroît par les Saintes Écritures. Le sort du peau-rouge païen est de ce fait irrémédiablement scellé au tout commencement de l'expérience coloniale, tout comme celui du noir, déraciné, asservi, humilié, 2 péchés originels que l'Amérique n'a jamais vraiment consenti à expier. Au contraire de leurs homologues catholiques français ou espagnols, les colons calvinistes de la Nouvelle-Angleterre n'utiliseront pas la conversion des cœurs comme instrument de conquête, sauf épisodiquement, au cours des rares interludes pacifiques des 3 ou 4 premières décennies. Ils substitueront bien vite l'extermination à l'évangélisation, en se persuadant qu'ils accomplissent mieux encore la volonté de Dieu en détruisant des suppôts de Satan. Néanmoins, si la pratique devient vite celle du génocide, le discours politique maintient la fiction de la conversion, ainsi que l'atteste par exemple l'octroi de Chartres ou la création en 1649 par le Parlement de la Société pour la propagation de l'Évangile en Nouvelle-Angleterre. Le prosélytisme puritain se laïcisera plus tard en œuvre civilisatrice, les révolutionnaires de 1776 et leurs descendants privilégiant les bienfaits concrets du progrès ou de la démocratie plutôt que le salut des âmes. 1. L'ère coloniale, un expansionnisme circonscrit. Le XVIIe siècle. L'existence des premiers colons, tout comme celle des nombreux pionniers qui leur succéderont, sera profondément affectée par le contexte conflictuel dans lequel elle s'inscrira. C'est qu'au contraire d'autres implantations européennes, les établissements anglais sont des colonies de peuplement. Univers antagoniques, la civilisation blanche et le monde barbare de l'Indien seront voués à l'affrontement meurtrier. Tout les opposera, race, coutumes, valeurs, croyances, mode de vie. Mais la source majeure de conflit sera l'appétit territorial des puritains, qui ne voudront voir qu'appropriation légitime dans la prétendue dépossession du peau-rouge.
La violence est donc au cœur de l'expérience américaine dès ses débuts. Elle deviendra un fait de civilisation à l'issue de 3 siècles d'expansion continentale. On peut penser avec Daniel Boorstin que l'ère coloniale façonna une certaine conception de la diplomatie et de la défense, qu'elle conditionna les réactions ultérieures des Américains aux événements internationaux. La constance de la menace indienne, notamment, donna naissance à un art militaire adapté au milieu, différent radicalement des conceptions européennes à la même époque. En Europe, la guerre se civilisait, s'imposait des règles plus strictes, se professionnalisait. Le droit international progressait et devenait l'objet d'un consensus. L'ouvrage de Grotius, De Jure Belli Ace Pacis 1625 à 1631 au XVIIe siècle, puis celui de Vattel, Le droit des gens 1758 au XVIIIe, faisait autorité. Outre-Atlantique, les colons anglo-américains enduraient les guerres indiennes et leurs cortèges d'horreur. Les fermiers miliciens de Nouvelle-Angleterre, de Virginie ou de Pennsylvanie apprenaient à manier avec une égale dextérité la charrue et le mousquet, plus tard le rifle. La milice coloniale, armée improvisée et informelle de citoyens soldats, avait pour tâche de répondre à toute attaque surprise. Sa rapidité de rassemblement n'avait d'égal que sa vitesse de démobilisation, une fois le danger écarté. L'absence de discipline, l'individualisme, les particularismes, le désintérêt pour la logistique et les transmissions compromettraient gravement l'efficacité du système, notamment pendant la guerre d'indépendance. Cette tradition du guerrier à temps partiel contribuerait à entretenir l'illusion d'une sécurité nationale garantie par la capacité des citoyens à prendre les armes à tout moment, le mythe d'une protection reposant sur les compétences militaires innées de tout un peuple. Elle explique pour partie l'amateurisme dont les Américains firent longtemps preuve en matière de défense nationale, ainsi que leur crainte d'une armée régulière et leur attachement au deuxième amendement de leur Constitution. D'autres dangers que les Indiens menaçaient les colonies anglaises. Le Nouveau Monde était le théâtre de rivalités européennes. Français, Hollandais et Espagnols faisaient une âpre concurrence aux Britanniques. Pour chaque puissance, tous les moyens étaient bons pour agrandir son empire. Les Pays-Bas contrôlaient la vallée de l'Hudson et l'Espagne la Floride, tandis que la France, grâce à Samuel de Champlain, s'était rendue maîtresse de la vallée du Saint-Laurent, clé du lucratif commerce des peaux de castor. L'ampleur et la régularité des bénéfices dépendaient de la neutralité des Indiens. Or Champlain, avec peu de moyens, sut jouer admirablement de l'animosité entre les Iroquois des 5 nations et les autres tribus, en particulier les Hurons et les Montagnais. Les coureurs des bois devinrent la cheville ouvrière de la collecte des fourrures auprès des trappeurs indiens, dont ils savaient si bien gagner la confiance. Frederick Jackson Turner a noté que cette frontière du négoce, qui caractérisait la présence française en Amérique du Nord, était par nature irréconciliable avec la frontière agricole des fermiers anglais, et qu'elle avait la faveur des aborigènes dont elle respectait les terrains de chasse. Plus tard, Louis XIV resserra l'emprise française sur le Canada en transformant ce qui n'était qu'une région de comptoir en colonie de la couronne, dotée d'un gouverneur militaire et de structures inspirées de l'absolutisme royal en vigueur dans la métropole. La Nouvelle-France représenta bientôt le plus redoutable ennemi de la Nouvelle-Angleterre et du New York. À la fin du XVIIe siècle, les conditions d'un affrontement étaient réunies. Frictions, incidents, combats et guerres deviendraient monnaie courante, colons français et britanniques constituant des enjeux dans la formidable lutte d'influence à laquelle se livraient dans le Nouveau Monde de puissances européennes en quête de pouvoir et de richesse. Les Français et leurs alliés indiens allaient entreprendre le harcèlement permanent de zones pionnières convoitées par le roi Soleil, notamment au lendemain de la glorieuse Révolution de 1688, lors de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, appelée guerre du roi Guillaume en Amérique. La petite guerre des Canadiens allait convaincre les habitants de la baie du Massachusetts de la nécessité de détruire la puissance française à Québec, cette maudite forteresse, cause de tous nos malheurs, s'ils voulaient vivre en paix. Cet objectif, résumé par le Canada d'Elenda et de Coton Mather, les occuperait pendant quelques 70 ans. Le XVIIIe siècle. Le traité d'Utrecht, qui mit fin à la guerre de la Reine Anne, 1702 à 1713, ou guerre de la succession d'Espagne, et par lequel Louis XIV dut céder Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse, ou Acadie, et la baie d'Hudson, inaugura une ère de paix, de prospérité et d'expansion pour les colonies anglaises. Le Sud se développa, de nouvelles villes apparurent,
la vallée du Shenandoah fut explorée puis commença à se peupler, comme le Piémont des Carolines et de Virginie. La création en 1733 de la Géorgie, territoire tampon entre la Caroline du Sud et la Floride, devait alimenter en partie le conflit de 1739 entre la Grande-Bretagne et l'Espagne, baptisé plaisamment guerre de l'oreille de Jenkins. La fondation d'une 13e colonie répondait essentiellement à des motivations expansionnistes au sein du Parlement de Londres, malgré les intentions philanthropiques du général James Charles Oglethorpe. Par ailleurs, l'affaiblissement de la position stratégique de la France en Amérique du Nord après le traité d'Utrecht n'avait nullement entamé l'agressivité et la combativité canadiennes, qui s'appuyaient sur des troupes bien entraînées. De fait, la progression vers l'ouest de la colonisation britannique menaçait les communications françaises avec la Louisiane. Considérée par Versailles comme défensive, la militarisation de la région frontalière était perçue comme une provocation par Londres. Lorsque la querelle avec l'Espagne se fondit en 1744 dans la guerre de la succession d'Autriche, opposant l'Angleterre et l'Autriche à la France et à la Prusse, le bellicisme changea de camp, au cours de ce qui devint, sur le continent américain, la guerre du roi George. Les miliciens du Massachusetts s'emparèrent de la forteresse de Louisbourg sur l'île du Cap-Breton que le traité d'Aix-la-Chapelle de 1748 restitua à l'ennemi. Par contre, l'acquisition de la Nouvelle-Écosse, que la France ne désespérait pas de reconquérir, fut irrémédiablement consommée en 1749 avec la déportation des Acadiens dont l'hostilité à la Grande-Bretagne faisait obstacle depuis 36 ans aux efforts de Londres pour installer ses propres colons. Triste épisode, dont les responsabilités sont encore controversées de nos jours, qui vit la froide logique géopolitique l'emporter sur les considérations humanitaires. On peut dire aujourd'hui, avec le recul, que l'avenir de l'Ouest américain s'est décidé au cours du XVIIIe siècle, voire que son sort s'est joué pendant les 7 décennies précédant la guerre d'indépendance. 3 puissances le convoitaient, l'Angleterre, la France et l'Espagne, mais un 4e larron, inattendu, allait se l'approprier, la République des États-Unis. Pourtant, dans les années qui suivent Aix-la-Chapelle, les rivalités européennes s'exercent principalement dans les Caraïbes, sésame de la richesse sucrière, alors que le partage du continent ne préoccupe que les habitants du New York et de la Nouvelle-Angleterre, soumis à la pression franco-canadienne sur leurs frontières septentrionales et orientales, et ceux de la Caroline du Sud et de la Géorgie, menacés au sud par les Espagnols de Floride et leurs alliés indiens. Déjà la question du devenir des terres de l'Ouest met aux prises virginiens et canadiens dans la vallée de l'Ohio, région clé dont la France veut s'assurer le contrôle pour ne pas voir la Nouvelle-Orléans coupée de Montréal. Le Congrès d'Albany en 1754 et son plan d'union, œuvre de Benjamin Franklin et de Thomas Hutchinson, traduit les balbutiements d'une formule fédérale et les prémices d'une politique d'expansion. L'échec de ce projet de défense et de colonisation commune vient de ce que ses auteurs ont raison trop tôt. Les particularismes locaux continuent longtemps encore d'interdire toute forme efficace de solidarité. La guerre de 7 ans, 1756 à 1763, apparaît comme l'authentique prélude à la saga de l'Ouest. Comme le remarque Samuel Eliot Morison, ce conflit est véritablement le premier à atteindre des dimensions mondiales. En Europe, il voit la Grande-Bretagne et la Prusse affronter une coalition qui rassemble la France, l'Autriche, la Suède et quelques petits États allemands, plus tard l'Espagne. On va se battre sur l'Atlantique, en Méditerranée, aux Caraïbes, dans l'océan Indien, en Inde et même aux Philippines. Pour les Anglo-Américains, instruits par un siècle et demi d'hostilité quasi permanente sur la frontière, pour qui guerroyer est devenu une seconde nature, il s'agit tout simplement de la poursuite des bonnes vieilles guerres intercoloniales et des alliances franco-indiennes, French and Indian Wars. Après les revers initiaux, l'armée britannique va porter dans le Nouveau Monde des coups décisifs à l'ennemi héréditaire. À partir de 1758, le nouveau Premier ministre anglais, William Pitt, parvient à renverser le cours désastreux de la guerre. Géopoliticien de génie, il comprend l'intérêt de conquérir le Canada et l'Ouest américain et y consacre l'essentiel de la puissance militaire de son pays. Pendant que la marine s'emploie à prévenir l'envoi de renforts depuis la France, l'armée met à profit un rapport de force numérique extrêmement favorable à la Grande-Bretagne. Dès 1760, la déroute française en Amérique du Nord est consommée, nonobstant la conspiration de Pontiac.
Le traité de Paris de 1763 consacre la disparition de l'Empire gagné pour leur roi, par Samuel de Champlain et Robert Cavelier de La Salle. La France recouvre la Guadeloupe et la Martinique en contrepartie du Canada, ne conserve dans le nord-est que Saint-Pierre-et-Miquelon et abandonne la Louisiane à l'Espagne pour compenser la perte par celle-ci de la Floride et de Minorque, cédée à la Grande-Bretagne. Le Mississippi devient alors frontière hispano-anglaise. La nouvelle donne géographique allait entraîner à Londres un effort de réorganisation de l'Empire nord-américain. Le gouvernement de George III se montrait soucieux de mettre bon ordre à une expansion jusque-là anarchique. On notera à ce propos la proclamation de 1763, destinée à amadouer les tribus indiennes et à geler provisoirement la progression vers l'ouest en deçà des Alleghanies, au bénéfice du Canada, de la Nouvelle-Écosse et de la Floride. C'est peu de dire que la Royal Directive resta lettre morte. George Washington lui-même, pour n'en citer qu'un et non des moindres, s'efforça d'obtenir de la Pennsylvanie un titre de propriété sur une portion de sa partie occidentale, au-delà précisément de la ligne de proclamation. Il confiait alors à son associé William Crawford « Je ne peux m'empêcher de considérer cette proclamation autrement, cela dit entre nous, que comme un expédient passager pour calmer l'inquiétude des Indiens, qui doit donc devenir caduque dans quelques années. » Benjamin Franklin, George Croghan, Thomas Wharton et leur Vandalia Company étaient des spéculateurs d'une autre envergure. On ne compte plus les projets de mise en valeur de l'Ouest à cette époque, qui concernaient les futurs États de l'Ohio, de l'Illinois, du Wisconsin, du Michigan, du Kentucky et du Tennessee. La désapprobation de Londres devait s'exprimer officiellement par la proclamation royale de 1774, ce qui n'empêcha pas des pionniers de se presser sur les fertiles prairies du Kentucky et le gouverneur de la Virginie, Lord Dunmore, de les encourager en toute illégalité. Néanmoins, ces interdictions gouvernementales eurent un effet dissuasif ici et là. La frustration des spéculateurs, bridés dans leurs négoces rémunérateurs, ajouta au grief dont la déclaration d'indépendance devait faire l'inventaire. Cette même fièvre de peuplement, incidemment, ralentit la ratification des articles de la Confédération par la Virginie, qui réclama la totalité des territoires situés au nord de sa frontière méridionale et à l'ouest du Maryland et de la Pennsylvanie, et par le Maryland qui exigea d'elle qu'elle renonce à ses prétentions et cède ses terres transappalachiennes à la Confédération. 2. La rupture d'avec l'Empire britannique, un impérialisme débridé. Il y a quelque ironie dans le fait que la rupture d'avec l'Empire britannique ait donné naissance à une nation d'impérialistes dont le véritable baptême remonte à l'implantation des colonies de la Virginie, de Plymouth et de la baie du Massachusetts un siècle et demi plus tôt. Le débarquement des premiers émigrants constitua l'acte expansionniste originel. La virginité du sol était une invite à l'extension effrénée. Certes, la première frontière franche-côtière, barrée à l'ouest par les Appalaches, qui s'étendait de la baie de Penobscot au nord à l'embouchure de l'Altamaha au sud, releva du grignotage laborieux car les obstacles furent considérables, la nature sauvage et l'Indien se liguant pour ralentir la croissance des premières communautés. Il fallut un siècle et demi de colonisation pour que la zone de peuplement dépasse la ligne des portages, Fall Line, et atteigne les Alleghanies. Il revint aux premières générations de consolider les acquis, d'assurer leurs arrières, avant que pût être entreprise la pénétration d'un continent aux limites encore imprécises. Après cette longue étape initiale, la marche vers l'ouest s'accéléra au point qu'un siècle d'existence suffit à la République américaine pour parachever sa conquête. Dès 1775, le gouverneur royal de la Virginie, John Murray, comte de Dunmore, orfèvre en matière d'expansion, déclarait « L'expérience m'a appris que l'autorité des gouvernements établis en Amérique et la politique du gouvernement anglais sont toutes deux impuissantes à restreindre les désirs des Américains. Ils continueront à avancer aussi longtemps que leur avidité et leur besoin de mouvement les y inciteront. » Les choix expansionnistes à la fin du XVIIIe siècle. Au lendemain de l'indépendance, alors même que la guerre se poursuit, se pose le problème du contrôle des terres détenues ou revendiquées au titre de leur charte, C2C Charter, par certains des nouveaux États New York. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.